On s'était promis de le faire. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, enfin quelques jours plutôt, une question posée par un de nos auditeurs nécessitait un peu plus de temps pour répondre. On en fait un hors série, c'est celui-ci. On va vous parler Wi-Fi. Réseau Wi-Fi, c'est un de nos auditeurs, Primo, si je ne m'abuse, qui nous avait posé une question concernant son réseau Wi-Fi qui était peut-être obsolète, avec du matériel trop ancien, routeur, modem, qui datait de plus de 5 ans, beaucoup d'appareils connectés parce qu'évidemment, on a de plus en plus d'appareils connectés, c'est un petit peu logique, que ce soit le smartphone ou la télévision, l'ordinateur ou la tablette, bref, il y a énormément d'appareils connectés, et plus il y a de monde à la maison, plus il y a d'appareils connectés, encore plus, machin, etc. On s'était promis de répondre à différentes questions et de vous donner différentes pistes pour faire un audit quelque part de votre réseau Wi-Fi et peut-être l'améliorer, en tout cas c'est ce qu'on espère. Pour en parler, on s'était promis ça avec d'un côté Xavier, salut Xavier, et puis également avec Sébastien, qui comme tout le monde le sait, a beaucoup de choses connectées à la maison. On avait commencé à répondre, c'était, rappelez-vous, dans notre 55e épisode, on avait dit d'ailleurs que Sébastien, lui-même très connecté, avait opté pour câbler un maximum de choses, hein, c'est bien ça Sébastien. Oui, bien sûr, c'est une des meilleures solutions pour avoir pas de problème avec son Wi-Fi, c'est de mettre des câbles. Oui, c'est ça. Et quand je suis arrivé dans la maison dans laquelle j'habite pour le moment, la première chose que j'ai regardé, c'est « Waouh, il y a des prises Ethernet partout, chérie, on prend !» C'est ça, parce qu'en fait, toi, tu utilises les prises de courant, tu fais du CPL. J'utilise tout, en fait. Ouais. J'utilise des prises de courant pour tout ce qui est mes webcams, parce que les webcams sont à des endroits un petit peu compliqués dans la maison où le réseau n'est pas forcément parfait, parce qu'effectivement, la maison est haute et enfin, il y a 2 étages et le Wi-Fi qui est dans le garage, lui, ne fonctionne pas très bien jusqu'au 2e étage. Ouais. Et donc là, la solution la plus simple pour moi était le CPL, en disant parce que j'ai pas besoin de beaucoup de performance et je m'en fous d'avoir un Wi-Fi au 2e étage qui soit stable pour les devices dont j'ai besoin. Rappelons vite, le CPL, c'est donc ça se branche sur le 50 Hz, hein, c'est le courant porteur, c'est donc, en gros, c'est quand même un peu de la FM, hein, c'est de la fréquence modulée, c'est le 50 Hz qui est modulé et il y a du data qui passe. Avec des limitations, je pense qu'on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait sortir d'un CPL aujourd'hui. On arrive à quoi, du 60 mégas, quelque chose comme ça, dans le meilleur des cas, même pas beaucoup plus. Maintenant, on arrive même à du 500 mégabits, peut-être même plus, donc ça peut être plus rapide. C'est ce qu'on te vend. J'ai des volos, en tout cas à la maison, où ils te vendent. Moi ici c'est du 300, je pense qu'ils annonçaient. Mais royalement, si entre certaines prises j'arrive à traîner du 60, 80, parce que ça dépend vraiment. Moi j'étais resté à ça effectivement, parce que j'ai aussi des volos 300 et j'avais acheté ça et effectivement j'étais un petit peu déçu, même si ça fonctionne, de tomber à très rapidement du 60. Alors ça dépend peut-être de ton réseau électrique. Ça dépend de ton réseau. C'est une nouvelle habitation. Si c'est une nouvelle habitation, ouais, c'est ça. Il y a même une nouvelle. Voilà, il y a différents points de contraintes qui font que c'est annoncé 300, mais comptons, allez, un petit tiers, quoi. Voilà, avec de la chance. Et donc ça, c'est une des solutions. C'est une des solutions. Et le CPL pour certains périphériques, le câble pour tout ce qui est possible, donc la télé connectée est câblée, le Netatmo est câblé, le Netatmo Welcome est câblé, la console est câblée, tout est câblé. Ouais. Parce que c'est autour de la télé et j'ai un câble qui arrive jusque là, donc je mets un switch et tout est connecté. Et reste évidemment tout ce qui est laptop, tablette et GSM, qui eux sont très contents d'avoir un Wi-Fi à la maison. Et c'est quasi les seuls trucs qui sont connectés en Wi-Fi de chez moi au final. Et effectivement, c'est à ça sans doute que notre ami voulait venir, puisque à la maison, si vous avez une épouse, des enfants un peu plus âgés, qui ont eux-mêmes une tablette, un smartphone, un ordinateur portable qui est nomade, parce que le portable, il sort de la maison, il va à l'école ou que sais-je, peu importe, et donc c'est plus facile le Wi-Fi, qu'on ne veut pas mettre un câble au bout. Il y a quand même un paquet de devices qui restent dans le réseau Wi-Fi, et donc sa question très pertinente, c'est de
savoir s'il y a moyen d'améliorer son réseau Wi-Fi, s'il y a des choses à faire, à ne pas faire, et s'il existe des outils pour cela, Xavier. Oui, alors il y a plusieurs techniques toutes simples. On va commencer vraiment par la base. Il faut bien choisir l'emplacement de son routeur. Donc l'idéal, c'est toujours de le mettre le plus au centre de la maison, simplement pour réduire la distance entre les appareils qui doivent communiquer avec, et éviter les obstacles qui empêchent les ondes de passer. Donc cacher son routeur derrière la télé, c'est très bien pour madame, ça lui fait plaisir, mais ce n'est pas terrible pour le Wi-Fi. Le mettre dans une armoire, pareil. Dans la fosse cheminée, par exemple, c'est pas non plus l'idéal. Voilà, donc parce que bien souvent, la fosse cheminée, elle est adossée à un mur porteur qui est bourré de ferraille si c'est un immeuble récent. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça où il faut faire un petit peu attention à ce détail. Ça, c'est vraiment la base. Il y a des modem routeurs qui ont plusieurs antennes. Vous allez pouvoir placer les antennes dans différentes orientations pour assurer une propagation des ondes optimales selon les étages, par exemple, de la maison. On peut délocaliser l'antenne, j'ai vu aussi, avec un bout de câble. Certains routeurs permettent ça. Oui, tout à fait. Bon, ça, c'est plus rare dans les modems grand public. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais, donc, il y a une autre astuce qu'on va pouvoir faire, et là, c'est au niveau du routeur même. Si tous vos appareils sont compatibles avec la technologie, c'est de passer à la technologie, le mode le plus récent. Donc, on avait les modes A, B, G, N. Maintenant, on a le AC aussi. Essayez de passer à la technologie compatible la plus récente. D'accord. Donc, pour le moment, la plupart des appareils sont compatibles avec au moins le G ou le N dans les plus récents, et ça fait quand même une grosse différence en termes de vitesse et même de portée. Petit effet pervers par rapport à ce que tu m'expliques là, c'est que si on a un appareil, enfin un routeur qui est d'une génération ancienne et qui était au balbutiement de cette technologie, est-ce qu'il sera aussi performant que l'appareil que je vais aller tout de suite acheter au magasin et qui a cette technologie c'est la base, quoi. Oui, alors ça, je sais pas si Seb a une réponse plus précise que moi. Moi, j'ai pas trop. Je crois que ça dépend vraiment de l'appareil. Oui, c'est ça. Toi, tu vas comparer. Est-ce que notre auditeur me demandait parce que mon routeur a 5 ans, est-ce que c'est dramatique? Non, c'est pas dramatique. S'il supporte le protocole, c'est pas un problème. La grosse différence entre deux routeurs, ça va être surtout une question de taille. Et oui, parce que la taille fait quelque chose au niveau des antennes, au niveau de la puissance de ton antenne, de ce que tu vas mettre, de ce qui va balancer dedans. Si t'as un truc qui fait du N mais qui a une puissance ridicule, les fréquences utilisées, on voit plus en plus un autre truc qui est extrêmement important, c'est que dans les nouveaux routeurs, tu vas trouver ton Wi-Fi en 2 Go 4 et en 5 Go. Si tu le fais en 5 Go, il faut savoir que c'est une onde qui est beaucoup plus courte, et donc comme elle est beaucoup plus courte, elle va avoir plus de mal à traverser des murs, parce que si tu dessines le truc, tu vois bien qu'il y a beaucoup plus de chances qu'à un moment elle se prenne un obstacle dans les dents, et donc elle passera pas aussi facilement ton mur. Et globalement, ton 5 Go, j'ai 2 antennes 5 Go dans la maison. En général, ça va pas beaucoup plus loin que la pièce dans laquelle je suis. De l'autre côté, si j'en ai un ici, là où je suis en train d'enregistrer, c'est mon bureau, ma chambre est à côté. Dans ma chambre, le 5 Go, je peux quasi oublier. Et pourtant, ce n'est qu'un mur en plâtre. Faut pas, donc on reste en 2 Go 4, ça c'est le non, 2 Go 4, mais tu fais les deux en même temps. Ouais, donc, d'accord. Les routeurs font 2 Go 4, 5 Go, et ton GSM va accrocher les deux en même temps. Ça, c'est un autre truc qui est important. On va se refaire la balle, Xavier, on a 50 trucs à dire là-dessus, je pense. Mais c'est que tu peux te permettre d'avoir plusieurs routeurs chez toi. D'accord. Moi, j'en ai plusieurs. J'en ai un dans mon garage, j'en ai un ici aussi. Ils ont les mêmes SSID. J'en ai un dans mon salon, il a le même SSID. Et donc, ils s'appellent tous de la même manière, avec la même clé. Et au fur et à mesure que je me déplace dans ma maison, mon GSM va accrocher un autre réseau pour avoir à chaque fois la meilleure connexion. Donc, on n'est pas obligé de les nommer différemment. Non, tout à fait, t'es pas obligé. D'accord. Ce qu'on peut faire aussi, c'est diviser l'utilisation des fréquences par type d'appareil. Par exemple, il y a des gens qui séparent le contenu multimédia, par exemple d'un NAS ou autre, ou d'un lecteur multimédia sur une fréquence, et ils se gardent l'autre fréquence pour le surf et des choses comme ça. Donc c'est une technique aussi pour utiliser moins certaines fréquences. Et alors, quelque chose qui est important dans le routeur, on a souvent le mode mix qui va permettre d'utiliser plusieurs technologies, donc plusieurs modes, le A, B, G, N en même temps. L'idéal est toujours d'utiliser le moins de modes possible en même temps. Donc, si vous avez la possibilité de passer tout en N, parce que
que tous vos appareils sont compatibles, eh bien, passez tout en N, vous aurez vraiment un signal qui sera plus performant. Je fais juste une parenthèse pour répondre à la question que certains de nos éditeurs sont en train de se poser. On ne parlera pas de sécurité dans cet épisode-ci parce que ça va être trop long du coup. On pourrait, mais on pourrait l'évoquer. Mais ici, on parle vraiment de on va dire quoi, de souplesse d'utilisation du Wi-Fi, de performance du Wi-Fi, ainsi que de stabilité, parce que c'est bien de ça dont on manque le plus en Wi-Fi, c'est de stabilité. On l'a bien compris. Ouais. Alors, juste en termes de performance, si vous ne sécurisez pas votre Wi-Fi, vos voisins peuvent s'y connecter et donc utiliser votre bande passante. Et donc la performance... Exactement. Donc, vous avez tout intérêt à sécuriser votre Wi-Fi. C'est clair, effectivement. Oui, alors, je ne sais pas ce que toi tu utilises comme matériel en l'occurrence, mais je veux juste en citer deux pour la petite histoire. On est des fans de Fritzbox, en tout cas Marc et moi. Donc mon associé cher Marc, et j'en ai un peu partout maintenant autour de moi des Fritzbox. Ça commence quand même à arriver pas mal en Belgique. Et juste pour la petite anecdote, donc on en avait une au bureau jusqu'à la semaine passée. On a connecté pour un déploiement 120 iPads sur une seule Fritzbox qui faisait tous une mise à jour en même temps. Tous en Wi-Fi, ok, c'est sur un paysager, mais elle a tenu le coup. Ouais. Donc il y a moyen de mettre beaucoup de périphériques sur un seul routeur. Alors c'est sûr qu'ils n'étaient pas tous en train de télécharger à une vitesse extraordinaire, mais la connexion était stable, ils ont tous fait la mise à jour sans se planter. Donc ça c'est pour dire que sur un bon routeur, il y a moyen de mettre quand même pas mal de périphériques sans avoir de gros problèmes. Et ils étaient tous sur la même fréquence, etc. etc. Est-ce qu'il vaut mieux, puisque tu en parles, est-ce qu'il vaut mieux investir dans un routeur à part, on va dire, ou utiliser celui qui est livré avec le modem J'allais y venir. Alors effectivement, celui de la Fritz est pas mal du tout. Celui d'autres trucs comme la B-Box, j'ai déjà quand même entendu pas mal de gens râler dessus. Donc je sais pas ce qu'il en est sur le dernier modèle. Là, malheureusement, je l'ai pas, mais sur un ancien. Le B-Box 3 tourne chez moi depuis seulement 3 jours. Je peux pas. Moi, je l'ai depuis un petit mois maintenant. Ouais. Et bon, j'avais un bon routeur D-Link à l'époque. Vraiment dans le haut de gamme, même s'il avait des petits problèmes de stabilité aussi, mais c'était vraiment matériel. Et donc voilà, la B-Box 3 me semble assez correcte point de vue performance Wi-Fi. C'est ergonomique en tout cas quand on va dans le setup du bidule, c'est assez intuitif et voilà, sans rentrer dans des détails très, très approfondis en termes d'ouverture de port et des trucs du genre. Là, je pense qu'il faut d'ailleurs un mot de passe admin qui n'est pas livré évidemment, parce que voilà. Alors, mais ça se trouve. Mais c'est on ira jeter un œil une autre fois, mais voilà, c'était la question que je voulais poser. Est-ce que ce matériel qui est livré par le provider est de bonne qualité ? J'imagine que oui, dans un premier temps, mais que si on veut comme... Ça dépend de la génération. Hein. Vous avez effectivement, si vous avez une B-Box première génération, vous avez tout intérêt à passer. Parce que c'est ADSL. Alors, il y a d'autres techniques qui vont permettre d'améliorer vraiment la qualité du signal Wi-Fi. Donc, un point important et que peu de personnes connaissent, c'est la possibilité de choisir le canal utilisé par le Wi-Fi. Donc, un peu comme une radio, vous allez pouvoir changer les fréquences. Ici, on a des canaux différents. En Europe, c'est souvent de 1 à 11. Et très souvent, les routeurs sont configurés pour choisir automatiquement un canal. Mais c'est pas toujours un choix judicieux de la part de l'appareil. Et donc, il y a des petits outils. Moi, je suis fan d'un outil qui s'appelle Wi-Fi Analyzer, qui va vous permettre de visualiser réellement voilà, on va le voir à l'écran pour ceux qui nous suivent. On va voir en fait les différents réseaux qui sont à portée de votre appareil, donc de l'endroit où vous êtes. Et on va pouvoir voir la plage, donc le canal qui est le moins utilisé, parce que chaque canal chaque réseau Wi-Fi qui se superpose va dégrader un petit peu la réception du signal. Et donc si vous avez beaucoup de voisins qui utilisent le canal 1, je schématise très fort, le canal 1, il sera mort. Voilà. Enfin, il sera, et cette application va vous permettre de choisir vraiment le meilleur canal pour votre réseau Wi-Fi, et c'est vraiment extrêmement simple d'utilisation. Il suffit de choisir votre réseau et il vous dit vous utilisez actuellement tel canal et ce canal-là a 10 étoiles alors que l'autre a 3 étoiles. Donc, elle est gratuite ? C'est entièrement gratuit. Super. Malheureusement, je crois qu'elle n'est disponible que sur Android et sur iOS. J'ai fait une petite recherche, mais il n'y a pas beaucoup d'équivalents, ou en tout cas gratuits. Je crois que Seb connaît une bonne application pour Windows.
Non, oui, effectivement, Wi-Fi Analyzer est le truc avec lequel je me promène toujours sur mon téléphone aussi. C'est une des petites merveilles sur Android. Maintenant, sous Windows, il y en a une qui n'est pas gratuite, qui a peut-être qui a une version d'essai, je pense, mais qui est une mine d'or pour ceux qui ont besoin d'analyser ce genre de choses. Il y a une version, d'essai, je sais plus, 30 jours, et une autre à $20. C'est InSSIder, donc InSSIDER, Oui. SSID pour étant le nom du Wi-Fi. Alors ce logiciel est à des années-lumière de ce que propose Wi-Fi Analyzer. Quand vous avez un problème à résoudre sur un Wi-Fi, parce que vous avez une connexion qui décroche tout le temps, parce que vous avez etc., vous devez trouver d'où vient cette source qui vous embête avec votre bras Wi-Fi. Ouais. Et cette application va vous sortir des données assez incroyables, et vous allez visualiser ça extrêmement facilement sur votre écran. Alors il y a plusieurs versions de cette application. Il y a la version de base qui effectivement va vous analyser comme Wi-Fi Analyzer avec un petit peu plus de finesse, et puis tu as une version professionnelle Office qui vient avec une clé que tu mets sur ton laptop, et qui elle va aller te donner tout le spectrum tous les trucs des fréquences, et donc tu vas vraiment voir, y compris les choses qui perturbent ton Wi-Fi mais qui ne sont pas des autres Wi-Fi. C'est ça. Est-ce que la plupart des cartes Wi-Fi ne sont pas capables de te donner, et donc ici ils ont le petit device en plus, et tu vas trouver par exemple, on en a eu besoin pour la production chez nous, chez certains clients, on a vu les fréquences qui étaient perturbées par d'autres devices, pour pouvoir choisir exactement le bon canal dans ce point de vente. Là, c'est vraiment un analyseur de spectre. Là, on parle de haute fréquence, quoi. Hein. C'est même plus de l'informatique à la rigueur. C'est vraiment de la perturbation haute fréquence, quoi. Ouais, et ton problème là-dedans, effectivement, c'est que toi, tu vas choisir le bon un petit peu au pif par essai. Chez toi, tu peux essayer et expérimenter. T'en as 11, 13 en réalité, mais en général, les deux derniers, on les utilise pas si facilement parce que tous les devices sont pas compatibles. Et quand tu as choisi ton canal, bah ok, ça fonctionne mieux qu'avant, peut-être, c'est un petit peu subjectif. Ici, tu vas vraiment voir les perturbations sur des appareils, et j'en prends un en particulier sur lequel vous devez faire hyper attention, c'est le micro-ondes. Ne mettez pas votre routeur Wi-Fi à côté de votre micro-ondes. Votre micro-ondes est aussi sur du 2 Go 4, et même si vous croyez que rien ne sort de votre micro-ondes, eh bien c'est pas vrai. Votre micro-ondes, il n'y a rien qui passe à travers. Il n'y a pas que le gigot qui sort du micro-ondes. Le micro-ondes est un ennemi juré du Wi-Fi. Donc ne vous étonnez pas si vous ne savez pas surfer sur votre portable pendant que votre micro-ondes fonctionne. Et si vous ne savez pas surfer pendant que votre micro-ondes fonctionne, c'est qu'il est probablement pas super bien isolé, votre micro-ondes, mais alors faut voir dans les fréquences. Soit vous pouvez aller chercher sur le canal 1.2, ou alors monter dans le 10.11, et vous avez plus de chances d'avoir une bonne connexion. D'accord. Ça, c'est vraiment des trucs de base. Il n'y a pas que les micro-ondes. Le Bluetooth vient aussi parfois t'emmerder dans 2 Go 4. Les télécommandes de garage vont t'emmerder en 2 Go 4, et donc pendant que le mec ouvre sa porte de garage, t'as perdu ton Wi-Fi. Je vous renvoie à un hors-série précédent où on parlait de domotique, et on avait parlé des protocoles et des différentes fréquences utilisées en matière de domotique avec Patrick. Il y en a qui tournent en 2 Go 4, et vous allez voir que la liste est assez longue d'appareils. Je pense par exemple au thermomètre extérieur, des trucs comme ça qui fonctionnent. Malheureusement, oui. Voilà. Et un autre, il y en a deux autres pour lesquels il faut vraiment faire ultra attention, c'est les téléphones. Les téléphones, je parle pas d'un GSM, mais tout ce qui est téléphone DECT sont sur 2 Go 4 et sont pour certains une source énorme de problèmes. Et le problème du DECT, c'est que contrairement à nos bons vieux téléphones sans fil, le DECT est tout le temps en connexion. Donc le DECT, c'est pas parce que vous avez un appel que vous troublez votre Wi-Fi. Le simple fait d'être allumé vous emmerde sur votre Wi-Fi. C'est ça. Ou celui qui regarde la télé sans fil, là aussi on a un 2 Go 4. C'est un truc horrible. Si votre voisin achète ça, vous pouvez malheureusement dire adieu à votre Wi-Fi.
Donc il y a plein de sources. Ou passer en 5 gigas comme on le disait. Ou passer en 5 gigas, mais en 5 gigas, il y a d'autres choses qui vont venir te perturber. Il ne faut pas croire que tu es aussi... C'est sûr. Il y en a beaucoup moins, mais il y en a aussi. Le problème, c'est que là, c'est beaucoup plus court, donc tu ne vas pas aller aussi loin qu'avec ton 2 giga 4. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions qui étaient posées, parce qu'il y a plein de sous-questions à la question posée par notre auditeur. Hein. Tu voulais peut-être ajouter un truc, Seb? Ouais, je voulais encore rajouter un truc, c'est qu'effectivement, là, on a dans la Fritzbox, on a en même temps que quand vous allez vous promener dans les settings, pour moi, ça reste un des routeurs maîtres et qui ne fait pas que ça. Il fait la voice over IP, il fait plein de trucs, ce modem routeur. Et donc, quand tu es en train de choisir ton canal pour ton Wi-Fi, il te montre les perturbations en même temps. Alors certes, ce n'est pas un analyseur de spectre aussi beau qu'un InSSIder, mais tout de même, lui va déjà au moins t'afficher un truc intéressant et il va aller modifier ton canal en conséquence s'il a besoin. Et si on monte dans des gammes de prix, parce que la Fritz c'est déjà pas bon marché, mais si on prend juste un access point et qu'on commence à mettre le prix, ils vont aller de plus en plus vite s'il faut pour choisir eux-mêmes le canal fonction des problèmes qu'ils voient sur les fréquences. Et il y en a un qui est en entrée de gamme et qui équipe mon salon et qui franchement est un top en la matière. Pour mon point de vue, parce qu'on n'est pas à des machines de 2-3 000 euros. Hein. Il y a des trucs chez XL, chez Netgear, chez Cisco qui sont extrêmement séduisants, mais que je ne pourrais pas mettre dans mon salon sans prendre un coup de poing de ma femme. Ici, c'est le LAPN 600, c'est un truc de chez Linksys. Linksys, c'est une société qui appartient à Cisco. Oui. C'est un gros boîtier blanc qui est encore assez design, qu'on peut mettre au mur, qu'on peut laisser à côté de la télé, et qui a franchement des antennes qui sont extrêmement puissantes par rapport à ce qui existe sur le marché. Et cerise sur le gâteau, tu peux configurer 10 Wi-Fi, je pense 10 ou 15 Wi-Fi dessus en même temps. Donc tu peux mettre un réseau avec plusieurs SSID. Attention, j'ai pas dit qu'ils étaient sur des channels différents, mais c'est plusieurs SSID en même temps et sur lequel tu donnes des droits différents. Donc tu vas te mettre un Wi-Fi pour toi sur lequel tu as accès 24/24, mais à côté de ça, tu vas mettre un Wi-Fi pour ton gamin qui lui n'a pas accès à Internet toute la journée ou des trucs comme ça. Donc là, tu peux commencer à faire un réseau guest par exemple pour les invités, etc. Effectivement. Et beaucoup plus de choix. Et là, on est si je me souviens bien, dans les alentours des 200 €. Désolé si je me plante, mais je pense que c'était ça. C'est cher, c'est sûr, mais on a quand même. Mais c'est important aussi de se dire qu'il faut gérer cette bande passante qui nous est chère. Il faut la gérer à un moment donné. Et bon, c'est bien de rendre service aux gens, de leur donner accès à Internet, mais à un moment donné, il faut bien aussi que l'ensemble continue à être homogène et continue à fonctionner. Est-ce que tu avais un truc à rajouter, Xavier? Mais il y avait encore une question de Primo qui était de savoir un petit peu comment il pouvait voir si son réseau était et par qui était utilisé son réseau. Bon, il y a des petits outils un petit peu simples. D'abord, dans le routeur même, on va pouvoir accéder très souvent à une liste des clients wireless. Donc, si vous vous connectez à la page administrateur de votre routeur, vous allez pouvoir voir l'ensemble des appareils qui sont connectés avec les adresses MAC de chaque routeur. Alors, il y a également un autre outil qui est assez sympa qui s'appelle Advanced IP Scanner, sur Windows en tout cas, et qui est gratuit et qui va scanner tous les appareils qui sont sur le même range IP, c'est-à-dire qui ont obtenu une adresse par votre routeur, votre serveur DHCP. Et donc ça vous permet de voir peut-être des appareils auxquels vous ne pensiez pas, mais qui sont sur votre réseau. Et on oublie par exemple souvent, j'ai entendu Primo, il avait 2 appareils, un modem, un routeur. Ce qu'on ne sait pas, c'est que son modem a peut-être également une antenne Wi-Fi, et donc il faut peut-être déjà aussi penser à désactiver le Wi-Fi de cet appareil-là et d'une manière générale de tous les appareils qui sont câblés. Donc Sébastien disait, lui, il préfère câbler un maximum d'appareils. Eh bien, n'oubliez pas de désactiver le Wi-Fi des appareils qui sont câblés, puisque c'est encore ça en moins comme interférence. Donc tout ça, ce sont des conseils, c'est que du bon sens en fait, si on peut dire. On pourrait débattre de ça très longtemps, parce qu'il y a plein de choses. Enfin, je pense que là, on a passé l'essentiel. On n'a pas parlé de Speedtest, qui est le site le plus connu pour tester sa vitesse. Pour tester la bande passante. La bande passante, mais c'est toujours par rapport à un serveur extérieur à son propre réseau. Mais ça permet, c'est beaucoup
plus pointu, en tout cas, taper simplement, comme on le faisait dans le temps, yahoo.com, pour voir si on avait, ou faire un ping sur une adresse connue. Là, on a quand même plus d'informations sur le débit montant et débit descendant, donc ça reste quand même un petit site utile, on va dire, pour déjà voir si on a encore ce qu'on y est prévu par le cahier des charges, on va dire ça comme ça. Sébastien, oui. J'ai un dernier point qui est à ajouter là-dessus, c'est n'oubliez jamais, il y a une méthode très simple pour arriver à trouver un problème quand vous pensez que toute votre bande passante est utilisée chez vous. Si aujourd'hui, j'ai eu le cas il y a 2 ans quand j'avais emménagé ici, j'ai reçu une alerte de Belgacom, j'étais chez eux quand ils s'appelaient encore comme ça, hein, donc, pour ceux qui nous suivent en France, c'est notre provider belge, et qui me disait ce mois-ci vous avez consommé 100 gigas, on vous réduit. Je me dis c'est bizarre, moi je vais pas consommer tant que ça, je ne comprends pas cette histoire. Et en même temps je me disais bien que mon wifi était quand même lent, donc je me dis il y a un truc, mais j'ai pas le temps, je cherche pas. Et puis un jour je me dis bon ok, c'est le 2e mois d'affilée qu'après 10 jours je me fais couper ma connexion, je suis à 64K, je me dis c'est pas possible, je vais pas tenir un mois comme ça, je dois trouver quel est le couillon qui me bouffe ma bande passante. Et malheureusement, sur mon réseau Wi-Fi, sur la Fritzbox, tu sais qui est connecté, et tu as une idée de ce que tu es en train de consommer, mais tu ne sais pas device par device. Il y a peut-être des routeurs qui le font, mais tu sais rarement device par device qui est en train de consommer quoi. Et donc là, il reste la méthode scientifique de base, c'est-à-dire tu enlèves tout. Et au fur et à mesure, tu rajoutes un device et tu regardes ce qui est consommé au fur et à mesure et tu sais où tu en allumes que un par un. Alors ça te prend 1 heure, mais après 1 heure, tu sais exactement quel device déconne et là tu peux aller voir ce qui se passe derrière, peut-être faire une mise à jour ou regarder, etc. En l'occurrence, là c'était juste un téléphone qui me servait de media player et ce téléphone avait décidé de se connecter à Google Play et il téléchargeait une chanson, je pense que c'était Papa Outé ou un truc comme ça, et sur Google Play, il n'arrivait pas à la télécharger, donc il arrivait et à la fin du truc, il savait pas la sauver et il recommençait à la télécharger. Et il m'avait donc téléchargé pour 200 ou 300 gigas de Papa Outé. Super. Il l'a trouvé? Il l'a pas trouvé. Donc voilà, on pourrait essayer. Faut tout déconnecter, faut essayer. C'est ça, et reconnecter au fur et à mesure. Et s'il n'y a pas trop de devices, moi c'est ce que j'avais fait dans mon premier réseau, c'est que j'avais renseigné dans mon routeur les adresses MAC de chaque device. Et là, on est tranquille au niveau sécurité. En tout cas, ça m'étonne pas tout, mais voilà, et faire des mises à jour régulièrement du firmware, du routeur. Mettre à jour le firmware du routeur, ça vaut parfois vraiment la peine. Ouais. C'est automatique sur la B-Box. La B-Box, je le tiens à signaler, pour nos amis français, c'est le modem c'est VDSL. comme la Freebox en fait. C'est comme la Freebox, c'est ça. En moins bien. En moins bien. Voilà, on a fait le tour de cette question, enfin peut-être pas complètement, mais en tout cas on était plus loin que ce qu'on aurait pu faire sur une simple réponse en début d'épisode hebdomadaire. Donc voilà pour Primo. On fait 40 minutes. C'est ça, presque. Si vous avez aussi des questions, on n'en fera peut-être pas état dans un hors-série spécifiquement, on essaiera en tout cas d'y répondre d'une manière ou d'une autre, personnellement ou via un épisode hebdomadaire, ou voilà. N'hésitez pas à nous lâcher vos questions via le site, via les commentaires, via Facebook, via Twitter. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Merci Xavier pour toutes ces réponses et ces bonnes idées. Merci également à Seb. À très bientôt. Au revoir. Ciao.